Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Donc bonjour à tous, Bastien Delaunay, moi je suis, l'animateur donc du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la nappe de Beauce et de ses milieux, aquatiques, associés et donc aujourd'hui je vais vous parler du fonctionnement de la nappe de Beauce, qui des enjeux de la nappe de Beauce et puis, de la gouvernance qui, a lieu sur ce territoire. Moi, je suis animateur du SAGE depuis, bientôt 5 ans maintenant et donc on est basé à Pithiviers dans le Loiret. Hem je vais vous présenter 3 points du coup. Donc, premièrement, donc une présentation très rapide de la nappe et du territoire qui recouvre la nappe de Beauce. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter le modèle de gouvernance locale qui a lieu sur la nappe de Beauce pour, pour la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, donc à savoir, le SAGE nappe de Beauce, donc schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la commission locale de l'eau de la nappe de Beauce, la CLE. Et puis en troisième point, je ferai un zoom sur l'enjeu quantitatif et notamment sur la gestion quantitative qui a lieu sur la nappe de Beauce puisque c'est, un peu la particularité de ce stage par rapport à d'autres sages qui sont, sur des eaux superficielles. Donc pour ceux qui nous connaissent pas, enfin qui sont à l'extérieur de la nappe de Beauce, la nappe de Beauce donc sous nos pieds est comprise entre la Loire au sud et la Seine au nord, à cheval sur 6 départements, l'Eure-et-Loir, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Loiret et le Loir-et-Cher. Donc plutôt au nord de la région, Centre-Val de Loire et puis une petite partie qui est au sud de la région Île-de-France. Et puis on est aussi, à cheval du coup sur, 2 bassins, donc le bassin Seine-Normandie et le bassin, Loire-Bretagne. Alors le fonctionnement assez simplifié, de la nappe de Beauce. La nappe de Beauce, il faut savoir que c'est donc un des plus grands réservoirs d'eau souterraine en France, donc avec une capacité, estimée à 20 milliards de mètres cubes avec une profondeur, dans la partie la plus centrale d'environ 100 mètres, heu, 100 m sous nos pieds sur une superficie d'environ 10 000 kilomètres carrés. Donc quand on dit nappe de Beauce, en fait, on parle d'un d'un multi enfin, d'un aquifère multicouche. Donc vous voyez sur le schéma de droite, l'ensemble des couches qui composent, la nappe de Beauce. En fait, c'est bien, une succession de couches de calcaire fissurées, fracturées, qui sont séparées par des bancs plus ou moins argileux et donc plus ou moins imperméables. L'ensemble de ces couches ne couvre pas toute la superficie de la nappe de Beauce. En ce qui concerne les principaux niveaux, producteurs, quand on dit niveau producteur, c'est les niveaux dans lesquels on peut, trouver le plus facilement de l'eau. Ce sont les couches numéro, 4 et numéro 6, donc sur la droite, les calcaires de Beauce, Pithiviers et les calcaires d'Étampes. Sur une vue de coupe, donc voilà à peu près à quoi ressemble la nappe de Beauce, si ce n'est que dans la partie aquifère en bleu, vous empilez, toutes les couches dont j'ai parlé, précédemment. Hem, donc en fait, on a un aquifère qui se vidange par les différents cours d'eau qui l'entourent, donc le Loing à l'est, la Loire au sud, la Seine et l'Orge au nord et puis l'Eure et le Loir à l'ouest. On a également, quelques cours d'eau, en exurgence de la nappe de Beauce parcourent le territoire comme, l'Essonne, l'Euf, la Rimarde et puis l'Essonne, à Pithiviers, puis, ensuite vers le nord. En ce qui concerne, la recharge de la nappe, donc c'est essentiellement la pluviométrie en fait qui recharge la nappe de Beauce.
avec une pluie efficace qui est estimée en moyenne à, 1 250 millions de mètres cubes par an. Donc en fait, on a cette pluie efficace qui recharge la nappe et puis de l'autre côté, on a tout un tas de prélèvements pour différents usages qui, de son côté, enfin qui de leur côté, pardon, prélèvent l'eau dans la nappe et donc toute la, tout l'enjeu de la gestion de cette nappe, c'est justement de faire en sorte que on puisse gérer de manière précise, durable et enfin, à long terme et durable cette nappe. La nappe de Beauce a un fonctionnement assez, particulier puisque, elle a une inertie assez importante et donc on a une caractérisation de cette nappe de Beauce, enfin la nappe de Beauce en gros se caractérise par des cycles de décharge et de recharge pluriannuels. Sur cette diapositive, je vous ai mis la plus longue chronique, connue enfin la plus longue chronique piézométrique connue, sur la nappe de Bose, donc qui commence, à la fin du 19e siècle et qui, s'achève en 2011 pour, vous illustrer donc ce que je viens de vous dire avec, en fait un fonctionnement en plus des rythmes annuels de décharge et de recharge, avec un fonctionnement qui lui, va se faire sur plusieurs années. Donc, par exemple, sur la fin des années 90, on a une période de vidange de la nappe, qui s'étale sur 6 années. On en voit aussi une en fin du 19e siècle qui s'étale sur 16 ans. Voilà, on a des fonctionnements qui sont, heu, bon, qui s'étalent sur plusieurs années et donc qui implique aussi un modèle de gestion un petit peu particulier. La nappe de Beauce, donc elle est suivie sur, une plus d'une cinquantaine de points par, les services de l'État, donc DREAL Centre-Val de Loire et DRIEAT, Île-de-France, à travers une cinquantaine de piézomètres. Donc là, on a une chronique qui s'arrête en 2011. Juste pour vous donner pour information, là, si on poursuit un peu, la chronique, en 2023-2024, on est à peu près aux mêmes hauteurs qu'aux années 2011. Avec, une recharge en gros jusqu'en 2017 et puis, un nouveau cycle de vidange, entamé depuis la fin des années 2010 et là qui s'est poursuivi jusqu'en 2023. Donc maintenant que je vous ai présenté, très rapidement, la nappe de Beauce, son territoire et comment elle fonctionne, je vais vous parler du coup de la gouvernance qui est mise en place sur cette nappe de Beauce. Donc il faut savoir que cette gouvernance, elle remonte en fait à des conflits d'usage qui ont éclaté au début des années 90 quand les niveaux de nappe étaient, les plus bas connus, depuis le début des mesures. Et donc il y a eu, tout un tas de mesures qui ont été mis en place, pilotées par les services de l'État dans un premier temps, avec, notamment, la mise en place, de compteurs sur les forages d'irrigation dès 1994, une première charte de la nappe de Beauce avec des premières mesures de gestion en 1995, un groupe de travail nappe de Beauce, en 1997 qui a entamer un travail pour, définir le périmètre d'un SAGE et la constitution d'une commission locale de l'eau. Donc définition du périmètre du SAGE nappe de Beauce en 1999, la commission locale de l'eau installée en 2000 et puis cette commission locale de l'eau ensuite a travaillé, pendant 13 années sur, l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec une approbation, en, juin 2013. Entre-temps, la nappe de Beauce avait été, classée en zone de répartition des eaux, donc ZRE, donc territoire en tension quantitative. Alors pour vous repréciser un peu, ce que c'est SAGE, ZRE, enfin tous ces sigles-là, donc en fait ça découle en fait de la politique, européenne
via la directive cadre sur l'eau qui date de 2000 et qui donne un cadre communautaire pour la protection et la gestion des eaux. Donc ce cadre, européen a été, traduit ensuite en droit français via la loi sur l'eau et les milieux aquatiques en 2006, donc la LEMA, qui elle préconise une gestion intégrée de la ressource en eau par grand bassin. Et donc c'est ensuite qu'on voit une politique un peu plus localisée à l'échelle des 6 grands bassins qui sont, qui sont, enfin qui sont en France. Donc nous, sur la nappe de Beauce, on a Seine-Normandie et Loire-Bretagne. Dans la région centre, Val-de-Loire et également. Donc on a un comité de bassin au niveau de chaque grand bassin versant qui définit, un SDAGE, donc un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, avec un programme de mesures qui en découle et qui donne des orientations et des objectifs à l'échelle de ce grand bassin. Et puis ensuite, en gestion locale, on a donc le SAGE, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui lui est une déclinaison du SDAGE à l'échelle d'un sous-bassin versant, ce qui est le cadre le plus classique, ou d'une nappe phréatique, ce qui est le cas, ce qui est le cas du SAGE de la nappe de Beauce. Donc pour vous présenter le territoire un peu administratif, du SAGE de la nappe de Beauce, donc comme je vous l'ai dit, c'est environ 10 000 km². Un territoire qui est réparti sur, 2 bassins, donc le bassin Loire-Bretagne au sud et à l'ouest et le bassin Seine-Normandie au nord et à l'est. 2 régions, la région Centre-Val de Loire au sud et la région Île-de-France au nord. Et puis 6 départements, donc Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Yvelines et Essonne. C'est également, 638 communes et puis environ, on atteint presque les 1,5 million d'habitants. On a quand même des enjeux, importants, notamment en matière, d'eau potable puisque, quasiment la qua quasiment la totalité de ces habitants, heu, boit, une eau potable qui est pompée, sur la nappe de Beauce. Dans la nappe de Beauce, ouais. Alors pour commencer, je vais vous présenter donc ce que c'est qu'une commission locale de l'eau. Donc la commission locale de l'eau, donc elle est telle qu'elle est définie, dans les cadres réglementaires, nationaux. Donc c'est un organe de concertation qui est représentatif des acteurs de l'eau sur le territoire et c'est également une assemblée délibérante, indépendante et décentralisée qui élabore le SAGE dans un premier temps et une fois qu'il est adopté, qui veille à sa mise en œuvre. Dans le cadre, spécifique de la nappe de Beauce, donc on a une commission locale de l'eau composée de 77 membres avec 40 représentants élus des collectivités, donc des différentes collectivités, donc des régions, des départements, des communautés de communes, des communes, des syndicats GEMAPI, des parcs naturels régionaux, j'en passe. 20 représentants des usagers et des associations et des organisations professionnelles. Donc on a par exemple France Nature Environnement, on a les chambres, consulaires, chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie, les associations de riverains. Autres, les fédérations de pêche par exemple aussi. Et puis on a 17 membres, du collège de l'État et de ses établissements publics. Donc là, on va avoir, les préfectures, les directions départementales des territoires, les agences de l'eau, l'OFB, on va avoir l'ONF, voilà toutes les institutions qui dépendent de l'État et de sa décentralisation. Donc la clé, en fait, c'est elle qui pilote la gestion concertée et collective de l'eau sur son territoire. Son rôle, c'est, également de formaliser, en fait, à travers l'élaboration du SAGE, les objectifs partagés et les règles qui doivent être mises en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. En plus, la commission locale de l'eau, c'est, une sorte de parlement de l'eau, donc c'est le lieu, en fait, privilégié pour les discussions et la concertation sur tous les sujets qui vont avoir
trait à la gestion de l'eau sur son territoire. C'est un lieu de débat, de mobilisation, de prise de décision etc. Les membres de cette commission locale de l'eau sont nommés donc par un arrêté préfectoral et ils sont nommés pour une durée de 6 ans. La commission locale de l'eau, donc elle est présidée obligatoirement par un élu, donc un représentant du collège, des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics locaux. Dans le cadre de la nappe de Beauce, donc elle est présidée par, madame Bévière qui est, la présidente du PETR pour le développement du pays Beauce-Gâtinais en Pithiviers. En ce qui concerne les missions précises de la clé, donc la clé, en fait, c'est une instance de décision, donc un parlement, comme je viens de vous l'expliquer. Donc c'est quelque chose qui est, dépourvu de personnalité juridique, donc elle doit forcément s'appuyer sur une structure porteuse. Dans le cadre de la nappe de Beauce, donc c'est porté par le PETR Beauce-Gâtinais en Pithiviers, qui est basé à Pithiviers depuis la création de la commission locale de l'eau. Les missions, on va dire générales d'une commission locale de l'eau pendant la phase de mise en œuvre, donc pour la nappe de Beauce après 2013, sont les suivantes. Donc élaborer ses règles de fonctionnement, bon comme toute instance. C'est aussi d'accompagner, les élus pour assurer la cohérence entre les documents locaux d'urbanisme et les orientations, les objectifs du SDAGE. C'est, d'informer les acteurs locaux de la mise en œuvre et sur la mise en œuvre du SAGE et sur les résultats obtenus. C'est également de s'assurer du respect des dispositions et des règles de gestion inscrites dans le SAGE en rendant des avis sur les dossiers loi sur l'eau. Et puis c'est de communiquer et de sensibiliser le plus largement possible aux problématiques et aux enjeux, de son territoire. Donc la commission locale de l'eau, elle élabore un SAGE, donc schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc qu'est-ce qu'un SAGE? C'est en fait un outil local de planification, un document réglementaire et un outil de gestion con 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 concerté. Généralement, il y a des abus de langage où on parle toujours du sage, le sage a dit que, le sage prévoit que et enfin, le sage rend un avis. En fait, le sage, c'est vraiment un document qui est composé de plusieurs sous-documents et c'est un outil. En fait, c'est la commission locale de l'eau, la clé qui, elle, prend les décisions, heu, pilote les études et l'endroit où on va, discuter et débattre. Donc pour en revenir au SAGE, donc au document du SAGE, c'est donc un outil local de planification qui est défini à l'échelle d'un territoire cohérent au niveau hydrographique, donc dans notre cas, la nappe de Beauce. Et c'est un outil donc qui fixe les principes et les objectifs à atteindre pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en termes de quantité, de qualité et de préservation des milieux naturels. C'est donc également un document réglementaire qui fixe un cadre juridique et opérationnel et qui fixe donc les futures mesures réglementaires qui deviendront le nouveau cadre local pour la police de l'eau. C'est-à-dire quand les services de l'État instruisent des projets, des demandes, d'autorisation, ou de déclaration, ils doivent prendre en compte les mesures qui sont inscrites dans le SAGE. Et puis ce SAGE aussi, donne un cadre réglementaire pour, l'urbanisme et donc les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions et les règles inscrites dans le SAGE. Et puis donc c'est un outil de gestion concertée puisque c'est au travers de ce document que sont favorisées les discussions entre les différents acteurs de l'eau et la résolution potentielle des conflits. Et donc il rassemble, les acteurs et les institutions sous la forme d'un parlement des acteurs de l'eau, donc que je vous ai présenté juste avant, qui est donc la commission locale de l'eau.
Alors techniquement, le SAGE, donc il est composé de plusieurs documents. Les 2 plus importants, c'est le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource, le PAGD, qui fixe pour chaque enjeu des objectifs de gestion équilibrés, qui fixe les priorités retenues, les dispositions et les conditions de réalisation. Et puis, les programmes et les décisions qui sont prises, sur le territoire du SAGE doivent être compatibles donc avec les priorités qui sont fixées dans ce PAGD. Et puis le deuxième document, c'est le règlement du SAGE qui lui fixe des règles permettant d'assurer la réalisation des objectifs du PAGD pour atteindre le bon état des eaux. Il est opposable aux tiers, à toute personne publique ou privée, et il encadre les activités de la police de l'eau dans un rapport de conformité. Donc voilà pour la présentation rapide de ce qu'est une commission locale de l'eau, un SAGE. Donc le SAGE Nappe de Beauce, lui, il a priorisé, enfin la commission locale de l'eau, je fais moi-même des abus de langage, la commission locale de l'eau, elle a priorisé lors de l'élaboration du SAGE 4 grands objectifs à inscrire dans ces documents, dans les documents du SAGE. Donc l'enjeu numéro un qui était donc de gérer quantitativement la ressource en eau pour parvenir à la préservation des milieux naturels et à un partage équitable de l'eau entre les usagers, notamment en cas de crise. L'enjeu numéro 2 qui est assurer durablement la qualité de l'eau de façon à garantir l'alimentation en eau potable. L'enjeu numéro 3 qui est la préservation des milieux naturels et l'enjeu numéro 4 qui est de prévenir et de gérer les risques d'inondation et de ruissellement. Donc aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur, l'enjeu numéro un qui est la gestion quantitative de l'eau, puisque c'est l'enjeu qui fait un peu la particularité, de la clé et du sage de la nappe de Beauce. Donc je pense que c'est celui qui est un peu le plus intéressant à vous présenter, cet après-midi. Donc cet enjeu, il est traduit dans les documents du sage par 4 dispositions qui sont inscrites dans le PAGD que vous voyez à l'écran et 5 règles qui sont inscrites, dans le règlement. Je vais plutôt vous parler, de la disposition numéro 1, donc la gestion quantitative de la ressource en eau souterraine et de l'article numéro 1, les volumes prélevables annuels pour l'irrigation, puisque c'est vraiment, le cœur du document du sage et c'est ce qui a, animé, les débats depuis, le début des années 90. Je reviendrai très rapidement à la fin de ma présentation sur, heu, en gros, le contenu des articles 2 et 3. Donc, au sein du sage, au sein du enfin, dans les documents du sage, Nappe de Beauce, en gros, donc le document du sage traduit la volonté de réaliser une gestion, collective pour l'irrigation agricole. Je vais vous détailler là un peu comment, se décline cette gestion collective et quantitative. En gros, de ce qui est inscrit dans les documents du sage, le rôle de la commission locale de l'eau et ensuite le rôle des autres acteurs, services de l'État, organismes uniques de gestion collectif, pardon, et comment ça va jusqu'à l'irrigant. Donc dans le sage Nappe de Beauce est défini un volume global de référence pour l'irrigation, un volume prélevable maximum, qui est fixé à 420 millions de mètres cubes prélevables en situation de nappe haute. On a également une division du territoire de la nappe de Beauce en 4 parties. En orange, la Beauce centrale, en vert, donc au sud-ouest, la Beauce blésoise et à l'est, en orange rose, le bassin du Fusain et en bleu ciel, le secteur du Montargois. Donc ce dispositif, il est inscrit dans les documents du sage, mais il résulte de nombreuses, discussions et d'une concertation, approfondie entre les services de l'État, la commission locale de l'eau et la profession agricole depuis, la fin des années 90 et ce procès
Ce ce dispositif a été révisé plusieurs fois, donc début des années 2000, 2008, 2010, puis dans sa phase actuelle, depuis 2013, il est inscrit dans les documents d'usage de la nappe de Bos. Alors comment ça fonctionne? On a donc un volume de référence qui est de 420 millions de mètres cubes pour la nappe de Bos et ensuite par secteur géographique, on a donc juste à droite, c'est un tableau en fait qui est extrait, de l'article 1 du règlement du sage nappe de Bos qui fixe en gros les règles de gestion. Donc on a par secteur de gestion un volume de référence qui est ensuite, décliné, enfin divisé par département quand le secteur couvre plusieurs départements. On a un indicateur de niveau moyen de la nappe de Bos par secteur de gestion avec des seuils de gestion. Là, vous voyez dans la deuxième ligne, donc 3 seuils, 113,63 mètres NGF, 112,63, 110,75 mètres. On a donc un seuil d'alerte, donc c'est ce fameux S1, donc 113,63 dans l'exemple que j'ai pris là, donc c'est l'exemple de la Bos centrale et on a un seuil piézométrique de crise qui est 110,75 mètres NGF. On a des seuils de gestion qui sont associés, pardon, on a des coefficients d'attribution qui sont associés à ces seuils de gestion. C'est-à-dire que la commission locale de l'eau définit en fait un coefficient chaque année, pour le secteur en question en fonction du niveau de la nappe. Je vais vous prendre un exemple, très simple et puis je vous illustrerai pardon, ensuite dans la diapositive suivante avec une courbe piézométrique. Si on a un niveau de nappe au niveau de la bosse centrale qui est supérieur à 113,63 mètres NGF, le secteur de la bosse centrale dispose donc d'un coefficient 1 et donc dispose de la totalité de son volume de référence, à savoir 326,3 millions de mètres cubes. Et ensuite, c'est dégressif suivant la hauteur de nappe. Avec un graphique, c'est des fois un petit peu plus clair. Donc là, je vous ai pris l'exemple de la bosse centrale avec donc l'indicateur bosse centrale, donc c'est la moyenne de 5 piézomètres qui sont situés sur la nappe de Beauce, représentatifs de ce secteur de gestion, qui nous donne un niveau de nappe moyen sur lequel s'appuie la commission locale de l'eau pour fixer le coefficient d'attribution et donc le volume prélevable par la profession agricole dans le cadre de l'usage irrigation. Donc vous voyez en jaune donc le S1, le seuil d'alerte, pour lequel on attribue un coefficient 1. Et puis en rouge, le S3, vous voyez le seuil de crise. Donc c'est le seuil, le seuil qui a été atteint au début des années 90 et pour lequel on attribue le plus bas coefficient possible. Alors comment est défini ce coefficient d'attribution? Ce qui est inscrit dans le sage nappe de Beauce, en fait, c'est qu'on regarde le niveau de la nappe au 1er avril de l'année en cours et on lui attribue, enfin, on prend ce niveau de nappe et en fonction de ce niveau, on attribue un coefficient qui sera fixe pour l'année complète et qui sera ensuite, appliqué, appliqué pour chaque irrigant sur son volume, de référence personnel. Les volumes de référence individuels, eux, ils sont déterminés au niveau départemental selon des critères propres à chaque département avec une réglementation qui est mise en place par les organismes uniques de gestion collective et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Donc il y a plusieurs critères, ça peut être la qualité des terres, la surface irrigable, enfin voilà, il y a chaque organisme unique a ses propres règles de gestion, mais en tout cas ces règles sont inscrites, et sont rendues publiques dans le document du sage, dans le règlement du sage. Donc ça, c'est la gestion, on va dire, globale, structurelle de la nappe de Beauce, en fait, qui est effectuée par la commission locale de l'eau. Pour vous donner un exemple, donc là, en 2000, je sais pas si vous voyez ma souris, mais du coup, en fait, on fait une gestion
entre guillemets «en temps réel» puisqu'on s'appuie sur les niveaux de nappe sur l'année N pour donner des volumes pour l'année N. Donc si je prends l'exemple, 2023, donc on était en situation de nappe assez basse au 1er avril 2023, donc au niveau du pointeur de ma souris, donc on était au niveau du seuil de gestion numéro 2, un tout petit peu plus haut et donc le coefficient, qui a été arrêté en commission locale de l'eau a été pour la Beauce centrale de 0,66. C'est-à-dire que le secteur de la Beauce centrale dispose de 66 du volume maximum prélevable qui est de 326,3 millions de mètres cubes. En fait, ce modèle de gestion déployé sur la nappe de Beauce permet comment dire? De de faire une gestion quasiment en temps réel, en fait, par rapport au niveau de la ressource disponible. Pour rentrer un petit peu encore un petit peu plus dans les détails, si c'était pas assez technique, là, je vous ai mis la bague de calcul pour, la définition du coefficient. En fait, c'est quelque chose d'assez simple. On a donc, rappelez-vous, un volume de référence associé à un niveau piézométrique et associé à un coefficient et en fait, on a ensuite une droite de régression entre ces différents seuils. Donc si on prend l'exemple de la Beauce centrale, on a en cas de coefficient 1, donc en situation de nappe haute, on a 326,3 millions de mètres cubes à se partager entre les différents irrigants. Si on est en situation moyenne, donc avec un coefficient de 0,63 par exemple, on n'a plus que 205,6 millions de mètres cubes à se partager. Et si on est en situation vraiment critique, on a un coefficient de 0,15 et donc là, on n'a plus que 48,9 millions de mètres cubes à se partager. Pour information, donc pour 2024, lors de la dernière commission locale de l'eau, donc le 29 mars, ont été, ont été adoptés les coefficients suivants. Donc pour la Beauce centrale, puisqu'on est en situation plus avantageuse que 2024, mais quand même pas exceptionnelle non plus. On l'a vu sur le graphique, sur le graphique précédent. Pour la Beauce centrale, on a un coefficient de 0,79, la Beauce blésoise 0,78, le bassin du Fusain 0,57 et le bassin du Montargois 0,97. Donc ce qui fait qu'une fois qu'on applique ces différents coefficients, par rapport aux 420 millions de mètres cubes qui est le volume maximum de référence prélevable, enfin le maximum prélevable prévu par le SAGNAP de Beauce pour l'année 2024, on a plus que 329 millions de mètres cubes à se partager pour l'usage irrigation agricole. Donc ça, c'est la gestion structurelle et annuelle de la nappe de Beauce. Ensuite, pour ce qui est de la gestion, on va dire de crise, là, ce n'est plus le rôle de la commission locale de l'eau et c'est bien le rôle des services de l'État qui fait une gestion de crise ordonnée entre les différents départements et les différentes régions, avec des arrêtés sécheresse et des restrictions de prélèvement au passage de différents seuils de gestion. Débit seuil d'alerte, débit d'alerte renforcé et débit de crise. Donc cette gestion-là s'ajoute en fait à la gestion qui est, elle, réalisée par la commission locale de l'eau. Donc là, je vous présente, rapidement, l'évolution en fait sur les 10 dernières années de, de, l'évolution des volumes prélevables et des volumes prélevés, sur la nappe de Beauce pour l'usage irrigation, pour montrer l'impact aussi que peuvent avoir, ces coefficients. Donc on le voit bien par exemple sur 2023 en situation, de sécheresse, on a eu un volume maximum prélevable nettement inférieur aux années précédentes avec mécaniquement un volume prélevé nettement plus bas. 2021, c'est une année un petit peu spéciale puisque, il y a eu énormément de précipitations lors de l'été avec donc une utilisation de l'irrigation, beaucoup moins importante, lors de la période, estivale. Hem, pour ce qui est donc l'étage numéro 1, c'est donc la commission locale de l'eau qui
à travers le SAGE et à travers le règlement de son SAGE, fixe des règles et ensuite fixe des coefficients d'attribution qui sont dispersés entre les principaux secteurs de gestion. L'étage numéro 2, ce sont les organismes, uniques de gestion collective, donc au nombre de 10 sur, la nappe de Beauce, qui sont ensuite chargés de la gestion et de la répartition de ces volumes d'eau sur un territoire déterminé. Donc je vous ai mis sur la droite la carte de ces 10 organismes uniques de gestion collective. Donc ce sont des organismes qui sont, hem, comment dire? Qui sont chargés enfin qui sont donc chargés de la répartition de ces volumes et qui sont, détenteurs en fait de ce qu'on appelle une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement pour le compte de l'ensemble des irrigants présents sur le secteur et qui a une durée de 15 ans. Comment fonctionne la répartition? Donc il y a des règles de répartition qui sont inscrites dans le règlement, intérieur de l'organisme unique de gestion collective et puis, ces règles sont aussi inscrites dans le règlement du SAGE. En fait, les organismes uniques de gestion collective, elles produisent chaque année un plan de répartition du volume entre tous les irrigants préleveurs sur leur territoire, plan qui est ensuite validé par les services de l'État et qui est aussi validé en CODERST. Et puis les organismes uniques de gestion collective donnent aussi leur avis sur tous les nouveaux projets de création, d'ouvrages de prélèvement, donc forage, d'irrigation en nappe, forage en eau superficielle. Le lien entre ces organismes, de gestion collective et la commission locale de l'eau, donc, sont les suivants. Donc en fait, un bilan des prélèvements est réalisé et présenté en commission locale de l'eau chaque année. Hem Et puis, il y a également les présidents de chaque de enfin donc les présidents de toutes les OUGC de la nappe de Beauce qui siègent à la commission locale de l'eau. Donc ces OUGC sont portés par les structures suivantes. Donc pour l'Eure-et-Loir, la chambre d'agriculture du 28. Pour, le 41, donc le Loir-et-Cher, c'est la chambre d'agriculture du Loir-et-Cher et la même chose pour le Loiret. Pour l'OUGC du bassin du Fusain et du Beauce central Seine-et-Marne, c'est la chambre d'agriculture régionale d'Île-de-France et pour l'OGC d'Île-de-France 91 et 78, c'est l'association des irrigants avec, la, FDSEA d'Île-de-France, la FNSEA d'Île-de-France. Donc voilà pour, l'irrigation. En gros, comment est pilotée, l'irrigation sur, la nappe de Beauce. Très rapidement, je vous fais un petit point quand même sur les autres usages puisque ce n'est pas le seul. C'est l'usage qui a le plus gros volume prélevable, donc 420 millions de mètres cubes, mais on a également un volume maximum prélevable fixé pour les autres usages économiques, qui est fixé lui à 40 millions de mètres cubes dans le règlement du SAGE. On a également un volume maximum prélevable pardon, qui est fixé pour, l'eau potable, qui est lui de 125 millions de mètres cubes. Donc là, vous avez en graphique l'évolution des prélèvements pour les usages, enfin les autres usages économiques sur la nappe de Beauce sur les années 2018 à 2021. Et puis pour finir du coup, donc on a parlé de la commission locale de l'eau, on a parlé du SAGE, on a parlé de la mise en œuvre de la gestion volumétrique collective. Sur cet enjeu-là, il y a aussi des outils opérationnels qui sont portés par par tout un tas d'acteurs, en fait, qui sont présents sur la nappe de Beauce. Je vais vous en lister certains. Donc on a les contrats territoriaux, avec les agences de l'eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie qui comportent, qui peuvent comporter un volet quantitatif. Donc là, je vous ai mis, par exemple, le contrat territorial du Giennois dans le Loiret, le contrat territorial du Loir-Médian dans le Loir-et-Cher et le contrat territorial du bassin de la Cisse dans le Loir-et-Cher.
On a également des projets de déplacement de forages proximaux, donc c'est des forages d'irrigation qui sont présents en fait à proximité immédiate des cours d'eau et qui ont une incidence sur le débit, enfin sur le débit de ces derniers. Donc on a des études d'incidence qui sont portées par la clé et ensuite avec, des opérations de déplacement de forage portées par les acteurs locaux. On a eu le cadre déjà sur la Cogny en Eure-et-Loir et le Fusain, dans le Loiret et on a une étude en cours sur l'Aigre, donc dans l'ouest du département, un affluent du Loir, du coup, en Eure-et-Loir, avec les sources en Loir-et-Cher. Et puis, à l'est du département, on a également un PTGE, donc projet de territoire pour la gestion de l'eau, du Puiseau-Vernisson, donc 2 petits affluents du Loing, qui est animé par, l'Épage du bassin du Loing depuis 2021 et qui avait été dans un premier temps, élaboré par, la commission locale de l'eau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la nappe de Beauce. J'ai été un poil long, je m'en excuse, mais voilà, donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je Merci reste à beaucoup. votre écoute. Merci. Alors, on a reçu beaucoup de questions. Il y a 10 questions pour l'instant qui sont arrivées par l'écrit. Donc, je vais commencer par ces OK, questions. Et si ouais, jamais que j'ai pas après, lu il y a du des coup. personnes qui veulent lever la main, ce sera avec plaisir. Alors, la première question, elle était sur notre diapo 10. Donc, je t'invite à remonter. Donc, c'était quelqu'un qui demandait, sait-on pourquoi la nappe de Beauce a chuté pendant les deux périodes évoquées? Je montrais un graphique avec deux périodes où il y avait une grosse chute. Peut-être revenir sur, c'est un peu lent. Alors, principalement, en fait, ça va être, enfin, donc c'est comme je vous l'ai dit au début, c'est principalement, enfin, la méthode de recharge de la nappe, c'est principalement les précipitations. Donc après, j'ai pas l'explication exacte, mais je pense que c'est aussi des déficits enfin, des années successives de déficit pluviométrique, en fait, qui entraînent une baisse du niveau de la nappe sur plusieurs années. Comme on a une profondeur assez importante et on a aussi, ben, comment dire? Plusieurs couches successives à traverser, on a un temps de transfert relativement lent dans la nappe de Beauce et donc c'est ce temps de transfert qui peut aussi expliquer, ces décharges et ces recharges successives très lentes. Enfin, merci. Il y avait donc ensuite une autre question qui était sur la carte diapo 13, la délimitation des régions par code couleur. Euh, C'est Oui, Gilles qui demandait, j'imagine, pour savoir que signifiait le code couleur, j'imagine. oui, 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 donc le 28, 41, 45, donc le code couleur vert, c'est bien les régions centrales de Loire et le code couleur bleu au nord, 77, 78, 91, c'est la région Île-de-France. Ensuite, il demandait aussi le nombre de représentants entre les usagers économiques et les non économiques. Bonne question, il faut que je me plonge dans mon arrêté de clé. Si je peux risquer un mot, s'il y a déjà 10 représentants de UGC dans les 20 représentants des usagers, ça en laisse pas beaucoup pour les autres. Non, non, alors il y a bien, alors il y a 10 OUGC, mais en fait, il y a 5 structures porteuses pour les OUGC. Donc il y a 5 présidents d'OUGC qui sont nommés enfin et qui sont présents à qui sont présents dans la commission locale de l'eau. Heu, le temps que je remette la main sur mon arrêté, donc on a en fait, en usager économie alors en fait on va avoir, je vous liste ça au fur et à mesure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va avoir 7 représentants, de la profession agricole au sens large, 2 représentants des chambres de commerce et d'industrie, un représentant d'association de riverains,
3 représentants des fédérations de la pêche et la protection des milieux aquatiques, 4 représentants des associations de protection de l'environnement et 2 représentants des associations de consommateurs. Voilà pour le détail du collège des usagers. Très bien. Ensuite, il y avait Claude F qui demandait si la clé n'a pas de pouvoir juridique, comment faire pour vérifier et sanctionner la non-application des règlements? Alors c'est le rôle, nous on est lors de l'instruction des différents dossiers, nous on est sollicité par les services de l'État pour rendre un avis, sur la conformité ou la non-conformité du projet en question avec, les documents d'usage. Mais c'est bien au niveau des services de l'État qu'est fait la vérification et l'accord est bien donné lors de l'instruction par les services de l'État. Donc c'est bien la police de l'eau qui, elle, est chargée de veiller au respect des documents d'usage. Je pense que ce qui manque, c'est que le sage, il faut qu'il soit attesté par un échelon de l'État et que donc forcément, il prend une valeur réglementaire à ce moment-là. Mais ce n'est pas la clé qu'il lui donne. Je me trompe? Non, c'est ça, c'est ça. Donc, à la fin de l'élaboration du sage, il y a une adoption par la clé, mais ça ne rend pas le sage opérationnel. Il faut qu'il y ait un acte par un préfet. Oui, alors Et chez le vous, c'est lequel? alors nous, le préfet pilote de l'ADAP de Beauce, c'est le préfet de la région centrale de Loire, préfet du Loiret. D'accord. Et donc effectivement, il y a bien un arrêté d'approbation qui est signé par le préfet, donc le préfet du Loiret. Il y a une question qui est un petit peu liée qui demande combien d'agents de la police de l'eau il y a sur le territoire, du coup. Aucune idée. Pas de souci. Ensuite, par rapport à la diapo 18, Gilles avait demandé les enjeux sont-ils hiérarchisés? Il y avait 4 enjeux et tu en as présenté Oui. un. Alors c'est une bonne question. Alors je dirais oui et non. Alors j'étais pas présent lors de l'élaboration, donc c'est délicat de me prononcer, mais je pense qu'il y a quand même une hiérarchisation puisque, le cœur du sage, c'est bien cet enjeu quantitatif et c'est bien cette problématique-là, au début des années 90, qui a déclenché tout le processus qui mène à l'élaboration, enfin à la définition, heu, d'une clé et à l'élaboration du sage. Après entre les enjeux 2, 3 et 4, je pense effectivement qu'il y a une hiérarchisation. Dans tout cas, il y a bien l'enjeu numéro un qui, dans le sage tel qu'il est écrit et mis en œuvre actuellement, se dégage. Si je peux me permettre, j'étais effectivement Didier Perronnet de Rêveur Nature. J'étais présent au début de l'élaboration du sage. Et donc, les quatre enjeux étaient pas priorisés. N'empêche qu'effectivement, dans la pratique, c'est forcément le un avant le 2 et le 2 avant le 3 et le 3 avant le 4. Mais ça n'a pas été présenté comme ça. C'était vraiment des enjeux complémentaires. Et voilà. On ne peut pas dire que la préservation du milieu naturel, par exemple, était jugée moins important que la gestion quantitative. En fait, tout est lié. Tout Voilà. à fait. Alors, moi, je vous ai fait un focus du coup sur la gestion quantitative. Alors, bien sûr, parce que c'est aussi le cœur du sage, mais parce que c'est aussi l'enjeu qui fait la particularité du sage de la nappe de Beauce, avec un modèle de gestion qui est propre à la nappe de Beauce et que vous ne retrouvez pas sur les autres sages. Les actions et les objectifs sur les 3 autres enjeux, ça va être des choses un peu plus, qu'on retrouve un peu sur les autres sages, enfin, il n'y a pas de spécificité propre à ces enjeux-là sur la nappe de Beauce. Ensuite, on a eu une question de Vicky qui demandait combien il y a d'irrigants en nombre d'exploitations. Alors, environ, là alors là sur le compte rendu, enfin sur la présentation qu'on a eue, en clé du coup en début 2024, là on est à environ 3 300 irrigants sur la nappe de Beauce.
Ok. Et du coup, question liée encore, elle demandait comment se passent les nouveaux forages ou les demandes de forage d'irrigation, vu la répartition, comment elle a été faite, j'imagine. Alors du coup, donc il y a une demande, enfin il y a un dépôt qui se fait auprès des services de l'État pour, instruction. Il y a un avis qui est demandé, à l'organisme unique de gestion collective, donc lui qui rend un avis technique, en gros sur la faisabilité, de ce nouveau forage par rapport au forage, adjacent et par rapport à la disponibilité, de l'eau. Et puis il y a aussi un avis qui est rendu, par la commission locale de l'eau. Alors ensuite, il y a 2 possibilités. Soit, soit le volume de référence, prévu dans le secteur de gestion de la nappe de Beauce hem, n'est pas entièrement, divisé entre les irrigants et du coup, il y a un volume qui est donné ensuite à l'irrigant en fonction de tout un tas de critères qui sont fixés par l'OUGC. Soit ce volume est déjà distribué entre tous ces irrigants et du coup, les irrigants qui étaient là auparavant, eh bien, donnent chacun un peu de leur eau pour le nouvel arrivant. Donc il y a un les irrigants s'appliquent eux-mêmes en fait une minoration de leur volume prélevable pour faire de la place pour le nouvel arrivant. D'accord. Elle demandait aussi quels sont les critères de distribution, j'imagine des volumes d'eau. Est-ce que c'est la superficie, les types de culture, les besoins, etc. Voilà, ça va être au niveau des organismes uniques de gestion où ils vont être plus plus pointus que moi. J'ai peur de dire des bêtises, surtout s'il y en a qui sont dans l'auditoire et qui vont bondir de leur chaise si je dis des bêtises, mais en gros, hem, il y a des enfin, c'est fait selon les OUGC par rapport à la surface irrigable de l'exploitation. Ça peut être fait par rapport au type de culture. Ça peut être fait par rapport au type de sol, donc tout un tas de classes de sol qui vont, être du plus enfin, celui qui a la meilleure rétention en eau à celui qui a la moins bonne et du coup, l'OUGC ne va pas donner le même volume d'eau en fonction de ce type de sol. Enfin, il y a vraiment beaucoup de critères et qui ne sont pas les mêmes selon les OUGC. Il peut y avoir aussi des forfaits plus par culture. Par exemple, on veut faire, des betteraves, on a tant d'eau, enfin, on a un forfait de tant de volume d'eau. Enfin voilà, c'est plutôt, diversifié. Je rentre pas dans le détail de peur de dire des bêtises. Pas de Désolé. souci. Ah non, c'est pas grave. Ensuite, il y avait une question de Céline. Est-ce que les 1250 millions de mètres cubes de pluie efficace alimentant la nappe sont toujours d'actualité avec le dérèglement climatique? C'est une bonne question. C'est une bonne question, on n'a pas pour l'instant au niveau de la nappe de Beauce mené de nouvelles études, on va dire, pour, connaître plus précisément, de nos jours le fonctionnement, avec les cycles successifs de sécheresse qu'on a. Je pense qu'en moyenne, il y a pas for enfin, i en moyenne, il n'y a pas une grosse baisse par rapport à ce chiffre-là. En fait, ce qu'on va plutôt remarquer, ça va être des précipitations qui vont pas se faire, au même moment dans l'année. Donc effectivement, il va y avoir peut-être un différentiel de pluie efficace, mais en tout cas, bon, pour l'instant, on remarque pas vraiment de grosses tendances, sur la nappe de Beauce à une diminution de ces pluies, hein. Après effectivement, il y a une différence entre précipitations et pluie efficace et là, j'ai pas de chiffres à vous communiquer, hein. Ok, merci. Et sinon, ensuite, Thierry Pointé, vous avez levé la main, donc je vous laisse peut-être prendre la parole. Voilà, je remets le micro, merci. Euh, deux points. Concernant le fonctionnement, euh, la nappe de Beauce, c'est probablement la nappe qui a la plus forte inertie de réaction parmi les nappes de France. Tout un chacun peut le constater. Le graphique piézométrique que vous avez donné, vous le comparez avec un graphique des pluies,
vous avez au moins 1 an et demi de décalage dans le temps. C'est-à-dire que l'humidité du mois qu'on vient de passer ne se répercutera qu'en novembre 2025. Et ça, c'est important. Ça répond un peu à la question du monsieur qui demandait pourquoi il y avait des creux, qu'est-ce qui provoque. Euh, Vous avez bien répondu, il faut une succession d'années humides pour commencer à faire bouger la nappe vers le haut et une succession d'années déficitaires pour qu'elle accepte de descendre. Puis le deuxième point, il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est votre seuil S3 que vous dites de crise. En vérité, sur le graphique qui est affiché, on a combien? 18 mètres de dénivelé entre les points historiquement bas et les points historiquement hauts. 18 mètres comparé à au moins 200, sinon 150 mètres de puissance de nappe en dessous. On ne peut pas dire que quand on est arrivé au point historiquement bas, on est en situation de crise. Trop souvent, les gens confondent historiquement bas et la nappe est vide. Euh, Si vous voulez, c'est la définition qui est subjective, il vaudrait mieux dire l'historiquement bas. Mhm. Alors, le lien quand même qu'on peut faire avec le niveau historiquement bas et donc le niveau de crise, c'est-à-dire que quand ces niveaux de nappe sont donc dans des niveaux qu'on a eu par exemple au début des années 90, en fait le toit de la nappe n'alimente plus les cours d'eau exutoires de la nappe de Beauce, et donc on a des assecs un petit peu partout. Et donc c'est pour ça qu'en fait on dit seuil de crise, parce qu'en fait une fois qu'on dépasse, enfin, qu'on va en dessous de ces niveaux-là, on observe, alors on a toujours de l'eau dans la nappe, ça c'est sûr, mais par contre enfin on observe visuellement du coup à la surface un dérèglement au niveau des cours d'eau, des zones humides, etc. Très bien, merci. Ensuite, il y avait une question sur le chat de Christelle. Est-ce qu'un ICPE est considéré comme un projet de création d'ouvrage de prélèvement? Euh, alors ça doit être l'inverse plutôt. Est-ce qu'un forage, enfin, est-ce qu'un ouvrage est-ce qu'un ouvrage est considéré comme un ICPE du coup? Je Euh, l'interpréterais plus comme ça, effectivement. alors, en fait, tout dépend de la nature de l'ouvrage. Je sais qu'au niveau de la nappe de Beauce, donc c'est vrai que j'ai parlé des dossiers loi sur l'eau. J'ai oublié de mentionner qu'au niveau de la nappe de Beauce, enfin de la commission locale de l'eau, on rend aussi des avis sur tous les projets, sur tous les projets ICPE qui sont menés sur notre territoire. Mais en tout Ok, cas, les forages d'irrigation, les forages industriels, on va dire basiques, ne sont pas considérés comme des ICPE. ok, merci. Je vais laisser la parole à Gilles parce que tu avais posé une question et tu lèves la main en même temps, donc tant qu'à faire, tu peux poser les deux. Tu demandais, pour les usages non agricoles, y a-t-il aussi des volumes variables selon les années, selon les critères? Non, non, non. Donc, on a une spécificité pour l'usage irrigation agricole que je vous ai présenté, voilà, avec des volumes qui varient selon les niveaux de nappe. Pour les autres usages, dans le sage tel qu'il est écrit aujourd'hui, on a uniquement des volumes maximum prélevables, donc de 40 millions de mètres cubes pour tous les autres usages et économiques, et de 125 millions de mètres cubes pour l'usage eau potable. Alors, avec une particularité au niveau du Loiret, c'est qu'on a, au niveau de la forêt d'Orléans, on a ce qui s'appelle une nappe à réserver à l'eau potable, dans lequel on n'a pas le droit de faire de nouveaux forages pour les autres usages autres que l'usage eau potable. Mais du coup, Gilles, on ne t'entend pas. pas de variabilité interannuelle Oui, ou et intra-annuelle. en plus, à cet endroit-là, elle est captive. Alors, Oui, ouais, ok. d'où J'ai l'un. j'ai- Pardon, allez-y. ouais, j'ai deux questions. La première, je me trompe pas, il y a bien un endroit où on montre que la nappe passe sous la Loire.
une Sur ce question. sur ce que je vous ai présenté? Oui, sur un des dessins, on voit la Loire et on voit la nappe sous la Loire. Euh, Il me euh, semble il me semble qu'on me l'a dit, mais bon. Non, pas alors, sur ce dessin-là, sur le dessin en coupe. Alors peut-être que c'est. il y a- alors c'était peut-être sur ce graphique-là, mais c'est Bon, c'est une question, mais il me semble qu'on m'a dit qu'elle passait aussi sous la Loire à certains endroits, mais je ne sais pas. Mais vous gérez pas dans votre périmètre. non, 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 non. Alors oui, elle déborde au sud de la Loire sous la Sologne un peu, mais nous, on s'arrête à la Loire, oui. Ok. Mon autre question, c'est, je voulais vous demander en fin de saison d'irrigation, est-ce que vous avez, alors premièrement, j'ai vu que vous compariez les volumes qui étaient autorisés avec les volumes effectivement prélevés, hein, Oui. et que c'est pas, enfin il y a des liens, mais qui ne sont pas toujours mécaniques. Mais j'avais une deuxième question, c'était est-ce que vous avez, en fin de saison d'irrigation, est-ce que vous avez des relevés piezo? En très gros, si on est sur des calculs en S1 ou en S2 ou quel que soit le niveau, est-ce que enfin on termine sur des niveaux piezo qui sont comparables? C'est-à-dire, on dit autrement, est-ce que les prélèvements plus importants autorisés conduisent à un résultat en fin de saison qui permet d'arriver à peu près tout le temps au même niveau? C'est-à-dire, est-ce que Ah oui. si ce prélèvement inférieur vise à ne pas descendre trop bas, est-ce que cet objectif de ne pas descendre trop bas est atteint? Alors c'est oui, voilà, oui, j'ai compris ce que vous demandez. Alors c'est une bonne question. Alors on manque de recul justement sur cette question-là puisque, en fait l'année 2023 a été un peu la première année où on a vraiment, donné des coefficients, très restrictifs. Les Mhm. autres années, on était quand même sur des volumes, enfin sur un volume de référence attribué quasiment proche du volume maximum et avec des volumes, enfin avec à part pour le secteur du fusain, en gros, avec des volumes prélevables, acceptables. Donc là, on a eu l'année dernière, la première année avec des volumes vraiment très réduits. On n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir si ça a vraiment eu un impact ou pas sur la réserve immédiatement, sachant qu'en plus sur cette année-là, enfin donc l'année qui suit, là depuis l'automne 2023, on est quand même dans des situations très excédentaires au niveau de la pluviométrie et donc on Mhm. observe une forte recharge de nappe. Est-ce qu'avec des volumes plus élevés, on serait descendu sur un niveau de nappe beaucoup plus bas qui aurait empêché une telle remontée en début d'année 2024? C'est une bonne question. Là, je Ma question était plutôt l'inverse. Ma question était plutôt, quand vous partez avec des niveaux qui paraissent satisfaisants, mmh est-ce que en fin de saison, c'est-à-dire à l'automne, est-ce que vous avez des assecs dans les rivières, pour dire les choses un peu crûment? Alors, on a des pardon, il y a quasiment tous les enfin, moi, depuis que je suis sur la nappe de Beauce, il y a des ASEC quasiment tous les ans. Alors, notamment sur les cours d'eau de l'est de la nappe de Beauce, Hmm. les affluents du Loing, Hmm. et puis après, de manière un peu plus enfin, un peu moins marquée sur l'Aigre, à l'ouest et La puis, Conie, voilà. Heu, sur la Conie, non? Sur Laconie, alors Laconie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Laconie, elle est directement lié au niveau de la nappe, quand les autres cours d'eau ont quand même un temps de réponse, enfin un un lien aussi avec, le ruissellement et les précipitations. On a observé là sur l'année 2023, des cours d'eau qui pour la plupart se sont bien maintenus avec pas trop d'assec, voire très, très peu d'assec, sur l'été 2023. Or, on a eu la Laconie qui a été très, 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 très basse pendant plusieurs mois d'affilée, puisqu'on était dans une situation de nappe très basse. D'accord. Donc localement, je pense que ça a un impact, mais de là à, enfin, de toute façon, tous les prélèvements ont un impact sur les cours d'eau puisque et sur le niveau de la nappe, puisqu'on prélève dedans. Après, Hmm. l'impact est différé dans le temps à mesure que le forage s'éloigne de la rivière.
Mhm. Donc, c'est un peu une réponse, c'est pas vraiment une réponse Ouais, que je vous je fais, mais comprends. c'est assez compliqué en fait vu l'étendue de la nappe et vu la différence en fait qu'on peut avoir localement, les couches de sol la pédologie et la géologie qu'on peut avoir localement, en fait, c'est assez compliqué de vous faire une réponse, globale à l'échelle de la nappe. Ok, merci. Alors, il reste des questions, mais je vais proposer qu'on passe à la présentation suivante. Et s'il nous reste du temps, je les poserai à la fin de la présentation et du temps d'échange, la présentation suivante. Du coup, Mohamed, si tu es disponible pour commencer ton intervention. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour avoir attendu un peu tard par rapport à la présentation précédente qui est assez riche aussi. Donc, ma présentation va se positionner un peu en amont de la précédente, à savoir qu'elle est relativement générique par rapport aux aspects recherche. Donc, je vais vous présenter la démarche qu'on a suivie pour créer un observatoire des transferts. Quand on dit des transferts, c'est la chaleur et la masse, et parce qu'ils sont assez liés, les variations de la température, mais aussi tout ce qu'on transfère de la surface vers la nappe, mais aussi de la nappe vers la surface, notamment les gaz. Donc, c'est pour cela qu'on précise bien dans la zone non saturée, en eau bien sûr. L'observatoire est installé, ça s'appelle au ZNS, il est installé à Villon-Blain pour améliorer les modèles hydrogéologiques de la nappe de Beauce et le développement de jumeaux numériques pour la gestion raisonnée des ressources en eau. Donc voilà, en gros, l'objectif principal, c'est d'essayer d'avoir un environnement suffisamment densifié en capteurs de différentes natures, notamment par rapport à la température, la pression, les aspects acoustiques, l'imagerie géophysique et les mesures hydrogéologiques, comme ce que vous avez vu par rapport au niveau piézométrique, pour suivre le devenir de toute goutte d'eau qui arrive à la surface jusqu'à la nappe, mais ses conséquences au niveau réaction et couplage, notamment avec les aspects devenir de la matière organique, devenir des intrants, notamment les engrais, les phytosanitaires, les engrais, les pesticides et les polluants émergents qui peuvent Mohamed, on ne t'entend plus. Et j'en il va, profite pour dire que tu n'es pas en plein écran. pardon. Là, ça met du temps. Je vais réessayer. Ouais. Excusez-moi. Et là, c'est bon. Vous voyez que c'est. C'est Là, bon. normalement. Là, j'ai basculé normalement. Et j'essaye d'augmenter la voix. Oui, donc je disais, je présentais un peu le concept global. Pourquoi on a densifié sur un point, l'observatoire, il fait 2400 mètres carrés dans un champ agricole. Je vais vous montrer par la suite comment on l'a conçu. Et vous avez dans la première slide comment le puits a été construit avec des claveaux et des blocs de roches de carbonate de la même minéralogie, de la même composition chimique que les carbonates de la nappe de Beauce. Et donc, pour mieux introduire ma présentation, j'ai un mini-film de 4 minutes à peu près à passer avant de reprendre avec quelques slides qui étendront un peu l'esprit que vous aurez déjà vu à travers ce mini-film. Donc, je tente son lancement. Les nappes phréatiques sont nos réserves d'eau potable. Elles sont pourtant souvent contaminées, par exemple par des nitrates, principalement d'origine agricole, et les polluants émergents, tels que les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on connaît encore mal les mécanismes qui se déroulent sous nos pieds, c'est-à-dire les processus de transfert de l'eau en sous-sol jusqu'à la nappe phréatique, et notamment le comportement et le devenir des éléments que l'eau véhicule avec elle.
Pour répondre à ces problématiques, l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans a lancé le programme OZNS, Observatoire de la zone non saturée. OZNS, c'est un projet qui s'insère dans un programme régional qui s'appelle Pivot et il vise à comprendre le devenir des polluants agricoles, notamment les nitrates, mais tous les autres polluants, et aussi surtout les polluants émergents et les perturbateurs endocriniens. Ce projet de recherche vise à identifier comment ces polluants traversent la zone non saturée, depuis la surface jusqu'à la nappe phréatique. La zone non saturée contient de l'eau et de l'air, et c'est là que les polluants sont susceptibles de se transformer. Le transfert des polluants est soumis aux interactions, notamment avec l'eau, les gaz et les minéraux. Les racines et les micro-organismes jouent aussi un rôle important dans le devenir des polluants agricoles. OZNS va permettre d'avoir des données qui nous aident à mieux faire, à mieux agir et de soulager nos nappes phréatiques par rapport à cette pression du changement climatique et de l'impact de l'humain. Et ça permet d'accélérer ou d'aider à mieux réussir la transition écologique et d'avoir une agriculture durable qui répond aux besoins de la préservation de la qualité de nos ressources en eau et de la qualité du produit agricole. C'est d'abord un travail de terrain pour l'équipe d'OZNS. Celle-ci s'est installée sur une parcelle agricole en Beauce pour mener les recherches. On a installé des capteurs pour acquérir beaucoup de données et développer des bases de données sur plusieurs années, de façon à ce qu'on puisse tester les modèles, nourrir les modèles numériques et prédire ce qui va arriver selon les pratiques agricoles et selon la pression anthropique, donc de l'humain, de façon à ce qu'on ait des jumeaux numériques vers la fin. Les jumeaux numériques, c'est tout simplement, on reproduit le maximum de ce qu'on sait sur un objet, de façon à ce qu'on puisse repérer ce qui est essentiel dans son fonctionnement. Et ça, c'est vraiment fondamental pour la gestion de nos aquifères et de nos ressources en eau. Et après, ces données peuvent servir aussi pour d'autres équipes de recherche, mais aussi des publications scientifiques pour qu'elles soient évaluées par nos pairs. OZNS s'est doté d'un outil de grande envergure et unique en Europe avec la construction en 2021 d'un puits d'accès en zone non saturée. Ces dimensions exceptionnelles de 20 mètres de profondeur et 4 mètres de diamètre sont un grand défi technologique et scientifique dédié aux objectifs d'OZNS. Il s'agissait de perturber le moins possible l'environnement durant sa réalisation. À terme, la phase d'instrumentation de ce dispositif commencera. Il s'agira d'aller installer sur l'ensemble de la profondeur de la zone non saturée des capteurs innovants en perçant les parois du puits. Ces capteurs vont permettre d'accéder à plusieurs paramètres qui régissent les transferts de masse et de chaleur au sein de la ZNS. Donc on pourra avoir par exemple des sondes qui vont nous donner des informations sur la teneur en eau, donc les quantités d'eau dans les matériaux, ou également des dispositifs qui vont nous permettre de récupérer des fluides, que ce soit de l'eau ou des gaz qui circulent dans la zone non saturée. L'application du puits est une application principalement agricole. Son instrumentation et toutes les études qu'on va faire serviront à mieux comprendre le temps que va mettre un polluant agricole comme un nitrate ou un pesticide pour passer depuis la surface du sol jusqu'à la nappe, vu que c'est une information qui est encore mal connue. On a installé des capteurs et on va continuer à le faire aussi pour l'enseignement et former les ingénieurs de demain qui s'approprieront de ces connaissances et de ces méthodes de gestion des ressources en eau. Là, c'est bon? Parfait, merci. Donc voilà. Par rapport à la présentation précédente, donc nous, on va zoomer sur un petit secteur, comme je disais, de 2400 mètres carrés à côté de Villon-Blain. Vous avez la carte et on a superposé deux informations par rapport à l'endroit où on a installé l'observatoire. On a regardé la partie où l'eau est très concentrée, c'est relatif, concentrée en nitrate, c'est à peu près 80 mg par litre. Et puis aussi par rapport à d'autres phytosanitaires que vous avez sur la carte de droite. Et du coup, on a essayé de se mettre dans un endroit où la nappe intercepte des teneurs importantes
en ces deux éléments. L'idée, c'était d'avoir toute la colonne de la zone non saturée à étudier finement au niveau recherche pour mieux comprendre le comportement des différents intrants à travers cette zone non saturée de l'eau, du carbone organique qui est issu de la dégradation de tout ce qui est végétation en surface et des produits de l'agriculture. Et ça permet d'essayer de comprendre les mécanismes d'interaction entre les différents éléments. Donc là, c'est vraiment pour les aspects recherche et amélioration de nos modèles pour qu'on puisse introduire des informations beaucoup plus détaillées en mécanisme, mais aussi tester en couplage entre processus. Est-ce que c'est la température qui agit en premier? Est-ce que c'est les interactions avec les différentes phases, les minéraux, les bactéries parfois, et les racines aussi? Et donc, c'est vraiment pour avoir une vision un peu holistique et pouvoir introduire ça dans des modèles quand c'est possible. Donc, c'est en d'autres termes, OZNS s'inscrit dans un effort international qui est établi il y a une vingtaine d'années en essayant de mettre côte à côte l'ensemble des connaissances sur cette tranche, ce qu'on appelle la zone critique. La zone critique, c'est la partie du sol et du sous-sol où le vivant interagit avec le minéral. Et c'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse et qui fixe le destin de nos aquifères. D'abord, par rapport à la façon dont l'eau est gérée dans cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'elle est capable de fixer, de dégrader ou de générer même comme polluants, soit organiques, soit métalliques. Ça arrive notamment quand on a des engrais de pas de bonne qualité avec le cadmium, le nickel, l'arsenic, le plomb. Ça, c'est souvent quand maintenant il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les producteurs des engrais. Mais avant, on a accumulé beaucoup de pollution métallique à cause de la mauvaise qualité des engrais. Et aussi, aux ZNS, donc vous avez à droite un schéma conceptuel global. Donc, il y a un puits de 4 mètres de diamètre et de 20 mètres de profondeur, donc de façon à ce qu'on maintienne un contact avec la nappe. Et elle a été construite de façon suffisamment agile pour qu'on puisse aller, on va le voir par la suite, forer à tous les niveaux, à chaque fois c'est nécessaire, pour installer des capteurs de différentes natures. Vous avez quelques indications. SP, c'est des électrodes géophysiques. On a des fibres optiques pour la température. On a d'autres outils et même bouquets de capteurs, notamment la partie là, on a ces schémas, ces forages obliques pour installer une série de capteurs dans le même mini-forage. Donc, l'idée, c'est de pouvoir forer sur un rayon d'environ 10 mètres autour de ce puits central dans lequel on peut descendre, on va le voir, on peut agir de façon assez à l'aise avec différentes techniques de monitoring. L'intérêt majeur d'un dispositif qui est unique en son genre, on n'en a pas ailleurs, c'est d'essayer de faire participer, en tout cas parler même, différentes disciplines, les climatologues, les chimistes, les écologues, ou les écologistes plutôt, les biologistes, les pédologues, les hydrogéologues, les géologues, de façon à ce qu'on puisse arriver à formaliser l'ensemble des connaissances et des compréhensions que nous aurions acquises sous forme numérique et mathématique dans des modèles qui vont nous aider à une meilleure gestion de la nappe de Beauce dans un premier temps, mais l'ambition, justement, c'est d'avoir une démarche globale et des données suffisamment génériques en niveau mécanisme pour qu'on puisse les adapter à d'autres aquifères ailleurs. Donc, on ne peut pas en installer partout comme ça. L'idée, c'était d'essayer de produire
des connaissances suffisamment génériques, justement, c'est pour ça que ça s'installe dans un réseau international dit les observatoires de la zone critique. On en a une centaine à peu près qui sont qualifiés comme tels parce que les données sont partageables et elles sont qualifiées de bonne qualité et avec des fois des chroniques de 20, 30, 40 ans. Donc OZNS c'est conçu pour produire des données pendant 40 ans pour le moment, mais on espère que ça puisse faire encore plus longtemps parce qu'une fois qu'on a cette mémoire, un système suffisamment bien maîtrisé, on aura sans doute envie d'aller encore plus loin. Et OZNS a été conçu en 2016 dans le cadre d'un projet régional qui s'appelle Pivot, un programme coordonné par le BRGM, qui s'appelle Pivot, et il s'est poursuivi par la suite par différentes étapes pour se poursuivre actuellement avec un autre projet qui s'appelle Junon, toujours coordonné par le BRGM. Pour renforcer Junon, son rôle, son objectif principal, c'est de développer des jumeaux numériques autour de la nappe de Bose et on en aura un dédié aux ZNS. Du mal à... Il a bloqué. Vous pouvez pas passer la diapo, c'est ça? Ouais. Vous avez tenté de cliquer ou de faire la flèche d'après? Ouais, j'ai cliqué. Voilà. Donc voilà, sa stratégie globale, c'est de fournir des données hautement isolées et spatialisées, 3-4D quand on rajoute d'autres paramètres, inaccessibles par les réseaux traditionnels. Étudier les transferts à travers un continuum depuis l'atmosphère, les plantes et la zone racinaire, la zone non saturée, la frange capillaire et la zone saturée qui est l'acufère. C'est un peu ce continuum qui fait la zone critique. Développement des capteurs innovants, fibres optiques, imagerie géophysique, pour étudier les couplages et les interdépendances entre les phénomènes physiques, chimiques, microbiologiques notamment. Générer des données massives sur de longues chroniques, plusieurs dizaines d'années, pour la gestion raisonnée des ressources en eau et la maîtrise des problématiques environnementales. Autrement dit, savoir quel est le devenir et comment un polluant interagit dans cette zone non saturée et comment il arrive ou pas à atteindre la nappe. L'observatoire est l'un des Living Labs. Living Labs, c'est une sorte de structure d'observation et de recherche très territoriale qui confocalise ou qui fait converger plutôt les différentes disciplines pour pouvoir les faire dialoguer, mais aussi avoir des réponses un peu concertées entre les différents scientifiques et les différentes spécialités. Et donc, c'est un Living Lab du PEPR One Water qui vient de démarrer. C'est un programme national doté de 80 millions d'euros et qui permet d'aller voir toutes les spécificités de nos aquifères avec aussi des démarches très fédératrices pour aboutir à un nouveau système de gestion de ces ressources généralement vulnérables, voire sous stress et difficiles à protéger. Et OZNS se propose d'analyser finement les mécanismes de recharge et les bilans hydriques parce qu'on a des capteurs à tous les niveaux et on a une maîtrise assez fine de la répartition des hétérogénéités dans la colonne de la zone non saturée, identifier les mécanismes de la recharge de nappe à l'origine des risques d'inondation, parce que notre région connaît par moments des inondations, et donc aux ZNS se propose de voir comment la recharge se fait, mais aussi comment
on sature cette zone jusqu'à ce qu'elle puisse plus infiltrer l'eau et maîtriser les stockages et déstockage de la pollution diffuse dans la zone non saturée. Formation des futures générations d'ingénieurs et de jeunes chercheurs sur des techniques de géosciences innovantes pour la transition écologique, renforcer les collaborations entre organismes de recherche et l'attractivité de la région centre pour attirer les talents scientifiques européens et internationaux et construire enfin, essayer d'intégrer l'ensemble des données et fédérer les connaissances de façon à ce qu'on puisse construire un jumeau numérique aux ZNS intégrable dans les jumeaux numériques des territoriaux transférables à d'autres nappes aquifères. Donc voilà, ça c'est vraiment la stratégie globale. Bien sûr, là, rien n'est exploitable directement. C'est quelque chose qu'on essaye d'affinir avant de le progressivement l'implémenter dans d'autres systèmes d'analyse et d'exploitation. Là, c'est vraiment pour la compréhension. Donc voilà, OZNS s'est installé ici, dans 2400 mètres carrés ici, dans un champ agricole. Et vous avez quelques photos des carottes. On a autour du puits central, on a 8 forages, tous carottés de cette manière-là. Donc, on a beaucoup d'échantillons. On a à peu près 8 tonnes d'échantillons qu'on a préservés et archivés lors du creusement du puits. Mais on a toutes les carottes de 20 à 23 à 25 mètres qu'on a réalisées et qu'on a préservées après avoir réalisé ces forages. On en a réalisé 5 en 2016 et puis 4 en 2021. On en a sacrifié un parce qu'il était au centre du puits. Ça nous a permis d'avoir une image et une mémoire géologique de la colonne au cœur, au centre du puits. Et tout ça, on revient, on a des thèses, on a des recherches qu'on fait sur ces objets géologiques. Donc voilà, ça c'est quelques photos qu'on a prises lors des travaux. Le creusement est réalisé par Bouygues. Ça a pris quasiment 1 an de travaux avec beaucoup, c'est un vrai challenge que nous avions. Et c'est pour cela que Bouygues nous a offert beaucoup de possibilités d'adaptation. Même ils étaient très, très impliqués dans la réflexion. Ils nous ont proposé souvent des alternatives par rapport aux schémas initiaux, ce qui nous a permis d'avoir quelque chose qui associe les contraintes géotechniques et les contraintes scientifiques. Et ce qu'on a fait d'intéressant aussi, je vais voir si ça peut marcher. Donc, vous voyez, on a appliqué la technique photogrammétrique et on a archivé l'ensemble de la surface avant la construction du puits. Donc, vous voyez la structure géologique, les hétérogénéités. C'est un système karstifié. Et avec les techniques géophysiques qui vont suivre, on va pouvoir raccorder ces structures à ce qu'on observe. Ça va aider à l'interprétation de l'imagerie géophysique et aussi de cibler à tout moment les endroits où on pourrait installer des capteurs. Parce que là, vous voyez, il y a des petites balises. Elles sont précises à 1 centimètre près, même après la construction. Donc, tout est orienté par rapport à la disposition des claveaux, à la construction. Donc, on sait si on veut aller pour un endroit, on sait où est-ce que cet endroit se trouve dans la structure. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et original. On n'a jamais fait ailleurs. Et tout est archivé. On a à droite, vous avez un début de jumeau numérique. Tout est issu de la numérisation de la surface. On a reproduit ça avec un modèle mathématique après avoir exploité les photos prises par photogrammétrie. Voilà. Vous avez un autre angle de vue et puis vous avez un peu les étapes de creusement, de mesure, des différentes mesures. Comme je disais, on a à peu près 8 tonnes de roches qui sont archivées à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans.
Et le BRGM, on a les carottes qui sont dans la carothèque du BRGM. Et puis, on a finalisé les travaux en 2022 et l'inauguration a eu lieu le 20 septembre 2022. Donc, vous avez ici, c'est pour vous donner un peu une vue de comment la roche sous nos pieds à Villon-Blain se présente. Vous voyez, c'est karstifié, fracturé, très, comment dire, très altéré par moment. Et tout ça, on essaye de l'intégrer dans l'analyse de mécanismes que l'eau va provoquer avec ou pas les composés organiques, les polluants et les micro-organismes. Voilà, c'est quelques articles dans la République du Centre, mais d'autres journaux régionaux. Et ça a été présenté au ZNS, il a été présenté au Salon de l'Agriculture en 2023. Et il y a un petit reportage de France 3 aussi sur l'ouvrage. Et là, on a une dizaine d'articles scientifiques qu'on a publiés depuis. Donc, ça doit être la dernier slide. Vous avez ici l'architecture finale, la stratégie globale d'instrumentation de l'ouvrage et comme je disais, qui va fonctionner au minimum pendant 40 ans pour avoir suffisamment de données dans le temps, mais aussi pour qu'on puisse revenir à chaque fois, affiner les connaissances. Donc, vous voyez, vous avez des fosses pédologiques entre 1,80 m et 2,50 m qui nous permettent d'analyser finement le sol et le sous-sol, la partie impliquée dans laquelle les racines des plantes sont impliquées. On a ce qu'on appelle les lysimètres ou les cellules lysimétriques qui nous permettent de garder des unités de fonctionnement du sol et dans lesquelles on met beaucoup de capteurs. On a aussi des instruments qu'on a introduits dans le sous-sol depuis la surface. Et puis, on a aussi une station météo avec l'INRAE. En fait, les partenaires avec qui on travaille beaucoup, c'est l'INRAE, le BRGM, l'école des mines, Métis, l'école des mines de Fontainebleau, Métis à Paris. Et puis, on a quelquefois des interactions à l'international, notamment avec des Finlandais, des Américains de San Francisco qui sont très intéressés. Et c'est un peu l'objectif de cet ouvrage, c'est d'être très ouvert au niveau scientifique pour qu'on puisse bénéficier des différentes expertises, mais aussi partager les données dans le cadre de ce qu'on appelle les sciences ouvertes. Donc voilà, vous avez différentes typologies de capteurs et là, l'architecture est installée et on a déjà programmé des fonds, en tout cas on a obtenu des fonds, de l'argent pour progressivement installer des capteurs de différents mécanismes, de différents phénomènes physiques, physico-chimiques, notamment tout ce qui est microbiologique, tout ce qui est température, pression, les signaux acoustiques, la gravimétrie. On est en train de monter un projet européen, ce qu'ils appellent la gravimétrie quantique. Et c'est assez original, c'est assez nouveau. On aura à mettre 2 ou 3 gravimètres autour pour surveiller, pour suivre sur 2 ou 3 ans tout ce qui se passe dans le sous-sol. Les gravimètres, c'est par rapport à la charge d'eau quand la nappe se recharge, c'est-à-dire quand l'eau est en train de traverser la zone non saturée. En principe, on doit pouvoir enregistrer des signaux qui le mettent en évidence. Et quand c'est en période sèche, on doit pouvoir savoir à travers les signaux qu'on enregistre que la nappe est en train, comment dire, que la recharge est terminée en quelque sorte, ou il est minimal, notamment en août quand on n'a pas de recharge possible, en tout cas peu. Et ça, c'est quelque chose on voudrait le vérifier et surtout mettre au point cette nouvelle technique de gravimétrie quantique et d'aller très loin sur la compréhension des mécanismes de recharge de la nappe
On a travaillé avec Bordeaux sur une technique assez originale, ce qu'ils appellent le rôle des marées terrestres sur la dynamique de la nappe. On n'a pas réussi à exploiter beaucoup ces données. Elles permettent d'évaluer les paramètres hydrodynamiques, c'est-à-dire la perméabilité, comment la nappe, comment l'eau bouge dans la nappe. Et ça, c'est une technique assez originale, mais on n'a pas encore réussi à stabiliser les résultats pour les finaliser en termes de paramétrisation des modèles hydrogéologiques. Mais l'ambition, c'est celle-là, d'essayer d'obtenir avec différentes techniques, comme on a la maîtrise sur un système de façon très, très fine, en principe, on aura des paramètres de couplage, c'est-à-dire quel est le paramètre qui influence ou qui influe sur l'autre, et dans quel ordre, et quel est le résultat final qui nous intéresse pour l'exploitation de la nappe. Donc voilà, c'est vraiment très, très orienté, très recherche, mais l'ambition, c'est quand même d'obtenir des paramètres scientifiques très avancés et qu'on pourra injecter dans différents modèles et on aura une unité, un jumeau numérique qui va en principe être capable d'être valorisé dans d'autres contextes si on arrive à le valider sur ce genre de dispositif. Le reste, vous avez un capteur, une balise pour les gaz. On a 6 ou 7 gaz qu'on mesure avec cette technique, plutôt une dizaine, pardon. Et puis ça, c'est un dispositif qui permet de voir le passage de l'eau. On en a installé déjà 3 ici, derrière. Et on va poursuivre ce genre d'effort. On le fait visiter à toutes les personnes qui le souhaitent. Et on organise des visites de 5 à 8 personnes par groupe, mais on peut en passer 3 à 4 par jour. C'est liant là, on est en train de préparer pas mal de visites avant l'été. Donc, les personnes qui souhaitent visiter l'ouvrage, il n'est pas loin, il est sur la départementale 955, quand on va vers Châteaudun. C'est juste à 500 mètres quand on sort de la départementale vers Villon-Blas. Donc voilà, et je vous remercie. Ça doit être la dernière. Merci à toi, Mohamed. Je vois que Nicole a levé la main depuis le début, donc tu as peut-être une question, Nicole. En fait, c'est pas une question, c'était par rapport à la question de Gilles tout à l'heure. Moi, j'ai voulu répondre, mais j'avais pas mon micro était coupé. Et quand sa question qui portait sur est-ce que la nappe de Beauce continue au sud de la Loire? Mais en fait, j'ai réfléchi, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. C'est juste un découpage administratif, on l'appelle plus la nappe de Beauce. Ça s'appelle la nappe des calcaires sous Sologne. Mais elle continue, tout le bassin parisien, géologiquement parlant. Voilà, désolé, ça n'a pas de rapport avec le deuxième exposé, mais je voulais le dire depuis tout à l'heure. Très bien, pas de souci. Alors, on a une question dans le chat qui est de Claude Eve qui demande quel est le montant du budget et qui sont les financiers pour au ZNS. Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que j'avais mis les logos, mais je n'ai pas mis les montants, effectivement. Le puits, intrinsèquement, a coûté à peu près 1,8 million avec la construction que vous avez vue. Mais la totalité des investissements, on n'est pas loin de 4 millions parce qu'on a fait beaucoup de travaux, mais aussi on a eu beaucoup de post-doc, d'ingénieurs de recherche, c'est des CDD qu'on a commencé à recruter depuis 2016 et on en a toujours. Et on a 2 post-doc. Il faut savoir que CNRS, à l'université, on utilise beaucoup de ces forces, ces jeunes talents pour d'abord avancer dans leur formation, mais aussi nous aider à exploiter les données. Donc, on a 2 qui vont arriver au début juin prochain et on en a demandé 2 autres. Donc, au total, on n'est pas loin de 4 millions d'euros. Rien que les équipements scientifiques, on est à 1,3 million. Et les financeurs, c'est pas découpé de la même manière, c'est pas un tiers, on a à peu près, on a les contributeurs. Donc c'est l'ARD, la région centre, Val de Loire, on a le CPER, on a
les fonds FEDER, donc Europe, État et régions, mais on a aussi l'ANR via un dispositif qu'on appelle comment on les appelle, les laboratoires d'excellence. C'est un dispositif qu'on avait à l'ISTO, à l'université plutôt, l'université d'Orléans, et qui nous a fourni pas loin de 300 000 € pour nous aider à boucler le budget de la réalisation de l'ouvrage. Donc, on est d'accord, cet ouvrage est 100%, euh, n'est pas financé par des fonds privés. Non, non, c'était un marché. Justement, je parlais de Bouygues. C'était un marché. On a eu 2 postulants et c'est Bouygues qui a été retenu par rapport aux critères. Et c'était vraiment un début de collaboration, mais on n'a pas réussi à concrétiser quoi que ce soit avec eux parce que ça peut revenir, ça les intéresse beaucoup, mais on n'a pas réussi à contracter sur quoi que ce soit. Ce qui nous intéressait avec eux, c'était d'essayer de le faire financer quelques instrumentations spécifiques qui les intéressent par rapport aux mesures qui les intéressent, mais on n'en est pas encore là. Très bien. Alors déjà, une première question, c'est est-ce que les résultats sont ou seront consultables par le grand public et par quels moyens, biais? L'idée, c'était vraiment par rapport à ce que j'ai dit, sciences ouvertes, c'est de les mettre à disposition du grand public. Nous aurons des communications comme ce que j'ai montré à chaque fois. On a la fête du science, on a des visites, mais on a aussi des publications qui sont publiques. Là, on a une dizaine jusqu'à présent. On a 4 thèses aussi, j'ai oublié de citer les thésards, et on a quelques étudiants de master aussi. Donc, tous les résultats de ces travaux, de ces encadrements, de ces mesures seront publics. Par rapport au privé, c'est un peu il y a des découpages et des limites à tracer. Si on a les fonds publics, il y aura des retards pour la mise en disponibilité du grand public parce que généralement les privés exigent d'attendre la valorisation de ces résultats par eux-mêmes avant de les publier ou de les valoriser par des articles scientifiques. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on se prépare, on sait qu'il y en aura, il y a Suez aussi qui est intéressé. Mais globalement, l'esprit, l'objectif même, c'est que toutes les données seront publiques. Très bien. On a une question de Jean-Louis qui demande pourquoi avoir choisi un secteur en zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole et en forte contamination par les pesticides? Quel est le système de production agricole dans le périmètre? Nous, en fait, c'est un site qui a été suivi depuis longtemps, bien avant l'installation de ZNS. Il y a eu du thèse, le BRGM a beaucoup travaillé dessus. L'INRAE avait déjà installé quelques instruments, y compris quelques lésimètres, quelques fosses pédologiques. Et en fait, ce qui a drivé le choix, c'est le fait que cette parcelle a été déjà étudiée au niveau scientifique bien avant. Ce doit faire au moins une vingtaine d'années avant l'installation de ZNS. En même temps, on a de très bons échanges avec le propriétaire de la parcelle. Il nous fournit les données, tout le volume d'eau qu'il utilise pour l'irrigation, les différents types d'engrais qu'il utilise aussi, les pesticides. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On a toutes ces données-là qui nous aident en fait à avoir de bons bilans, mais aussi d'affiner un peu les aspects suivis, monitoring, mais aussi modélisation. Donc voilà les raisons pour lesquelles on s'est installé dans cette parcelle à Villombla. Et du coup, quel est le système de production agricole? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles exploitent, c'est ça? Oui, où est-ce qu'ils irriguent? Est-ce qu'ils mettent des pesticides? J'imagine qu'il y a un petit peu ça comme sous-question. Tout à fait, ils irriguent. Ils ont, là, ils ont du colza, du blé essentiellement. C'est une sorte de turnover entre 3 ou 4 types de production. Ils irriguent, effectivement.
Et puis, ils mettent des engrais, ils mettent des pesticides, des herbicides, selon le type de production. Il y a une autre question qui est, le système de culture permettra-t-il de suivre des polluants très présents dans l'eau potable brute? C'est pas direct. Je vous donne des exemples. Typiquement, dans le nord, c'est très connu, au nord-Pas-de-Calais. On a arrêté depuis longtemps, même ici d'ailleurs, on a arrêté depuis longtemps d'utiliser des engrais azotés. On a toujours de concentration élevée en azote qui arrive. C'est parce qu'il y a toute une cascade de mécanismes qui retardent l'arrivée et même le devenir de ces polluants. Donc, il y a bien sûr un impact, je pense. Et là, on a des collègues bergers qui ont travaillé sur la partie où il y a des forêts, en fait, ce qui a été reboisé, pas loin de ZNS. Ils ont démontré que la partie reboisée, il n'y a plus de polluants métalliques. En tout cas, ils sont très, très bas en concentration. Alors que la partie dans laquelle on a installé aux ZNS, les teneurs en métaux euh, qui sont supposés être l'héritage des engrais, ils sont assez élevés. Donc, je pense qu'il y a des liens par rapport à ça. Après, c'est pour cela que j'insistais sur les aspects microbiologiques, c'est tout ce qui est couplage, mécanisme. Il y a beaucoup de réactions qui se font, biogéochimiques, on les appelle, qui font intervenir des micro-organismes pour dégrader certains polluants. Donc, on a un projet financé par la région Centre. Il est en cours oui, on va le finaliser l'année prochaine, sur des pesticides alternatifs qui sont biodégradables. Et on essaye d'avoir quelque chose qui, dont la durée de vie ne dépasserait pas 4 à 6 mois dans un contexte comme celui de Vélon Blanc. Bien sûr, on ne l'utilise pas parce qu'il faut avoir l'agrément par la suite. Pour le moment, c'est des molécules artificielles fabriquées par un autre labo partenaire qui est l'ECOA du campus orléanais. Et on l'utilise au labo et on essaie de le prendre en compte dans les modélisations pour voir si ce type de pesticide, comme le temps de résidence dans la zone saturée est suffisamment long sur le site, si on a quelque chose qui disparaît au bout de 6 mois, c'est parfait, il n'impactera pas la nappe. Mais on n'en est pas encore là. On pense que on a beaucoup comment dire, de suivi de différents types de polluants. Ils ne sont pas tous alarmants. Les nitrates, c'est 80 mg par litre. La norme fixe les teneurs à 50 mg par litre. Et au niveau santé, je ne suis pas spécialiste, mais en principe, les teneurs élevées au-dessus de 50 ppm sont juste interdites par rapport aux femmes enceintes pour le fœtus, mais pas pour qu'on peut la boire. Il n'y a pas de risque important si on ne la boit pas tout le temps. Donc, on a ce genre d'indicateurs qui montrent qu'il y a un lien avec les pratiques agricoles, mais on ne peut pas l'affirmer comme ça, qu'à chaque fois, ce n'est pas direct en fait. Et il y a toute une cascade de réactions qui se produisent ou pas, selon la complexité de la zone non saturée. Si on a beaucoup de supports pour déclencher ces réactions, typiquement ce que vous avez vu, il y a des passages rougeâtres, noirâtres avec des hydroxydes de fer, des hydroxydes de manganèse, c'est connu, ce sont des oxydants qui dégradent la matière organique. Donc si on a des polluants organiques, cette partie-là, c'est le polluant aussi, ces substances traversent ces niveaux, il y a de fortes chances qu'ils soient dégradés par ces niveaux. Alors Jean-Louis lève la main, donc j'en profite pour lui laisser la parole. Réagir sur les 50 mg, les 80, en termes d'association de protection de l'environnement. Je tiens à rappeler qu'on pense que pour que les rivières se portent bien, il faut qu'on soit en dessous de 25 mg. Et donc, il est important que la nappe souterraine elle-même n'atteigne pas des 50 ou des 80, mais soit inférieure au seuil dont vous venez de parler. Ouais, merci pour l'extension de ma réponse. Effectivement, c'est des précisions. Là, c'est la vision un peu normative par rapport aux normes OMS, je pense. Mais bien sûr, il faut rajouter ces précisions par rapport aux différents. Je pense là,
pas loin du site de ZNS. Là, on échange pas mal avec les agriculteurs. Ils m'ont dit que ça ne dépasserait pas. Ils ont des forages qu'ils utilisent même pour l'irrigation, mais visiblement en eau potable. Ils m'ont dit que ça ne dépasse pas 12-15 mg litre. Donc, c'est des spots qui sont assez circonscrits, mais visiblement assez pérennes. Très bien. Alors, il y a une question de Gilles qui demande la définition d'un lysimètre, de ce que je comprends. Oui, pardon. Un lysimètre, c'est un petit cube de sol de 2 mètres à peu près. Il y a des techniques spéciales. On découpe dans le sol pour préserver toutes ses propriétés physiques et physico-chimiques et minéralogiques. Et on l'isole de la terre. On le prend. Généralement, c'est entre 50 et 80 centimètres de diamètre et qu'on met dans un système protégé pour ne pas polluer pour l'isoler du sol, on va le surélever et on peut faire des manips ou on le contraint, on met des capteurs pour le suivre. Donc, on l'appelle, c'est vrai, c'est un jargon un peu spécifique. Et en instrumente, on met beaucoup de capteurs autour pour essayer de comprendre comment cette zone, 2 mètres à peu près, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est déjà assez intéressant pour avoir cette partie du sol sur laquelle on rajoute des capteurs de façon très ciblée. Donc, en gros, c'est 50 à 80 cm de diamètre et sur un cylindre dans lequel on le creuse très soigneusement et on surélève l'ensemble et on le met dans un dispositif généralement en PVC, en plastique. Ok, merci. Alors moi, j'ai une question tout à fait intéressée. Est-ce que le réseau eau par mon biais ou par celui de Jean-Louis Charleux de FNE Centre-Val de Loire pourra faire partie de ceux à qui vous communiquerez les résultats lorsque, par exemple, les thèses ou différentes interventions seront faites pour qu'on puisse être informé avec le grand public au cas où? Pas de problème. Non, c'est pas du tout. Au contraire, c'est un relais qu'on cherche à avoir via différents canaux de communication pour qu'on puisse partager ce genre de connaissances. Et de toute façon, ces données et ces tests sont publics. Et même, on est encouragé à publier ce qu'on appelle des articles de vulgarisation, c'est-à-dire d'expurger un peu le jargon, type lysimètre, des choses comme ça. On aura des termes beaucoup plus accessibles et qui ne nous chargent pas trop la spécialité ou la spécificité du domaine pour que les citoyens puissent les comprendre. Parfait. Comme ça, on est sûr qu'on ne loupera pas les résultats et ce sera super bien. Moi, j'avais du coup une question, c'est est-ce qu'il y a déjà des résultats qui sont trouvables, par exemple sur le cheminement des pesticides? On a les premières estimations, on est en train de les affiner. Typiquement, on estime à 23, 33 ans le temps de traversée de la colonne de la zone non saturée. Donc, on a utilisé différents types de traceurs et différentes techniques. Et aux modélisations, on arrive à reproduire un peu ce qu'on observe avec ça. Mais c'est le premier résultat, on l'a eu moins d'1 an. Et il faut le corroborer encore un peu plus. Mais on pense que 25 à 30 ans, c'est la bonne moyenne de temps de transit de différents intrants. Après, tout est relatif parce que si vous avez vu comment c'est compliqué la zone non saturée avec différents types de chemins de parcours des fluides, notamment l'eau, mais c'est une bonne moyenne sur l'ensemble qu'on a estimé avec des traceurs très spécifiques, ce qu'on appelle les CFC, et il y a un labo spécialisé à Rennes qui le fait, on ne le fait pas chez nous. Donc, on a un petit contrat avec eux pour nous faire des analyses de façon régulière, 4 par an, pour essayer d'affiner ces chiffres. Donc ça, c'est un résultat qui commence à prendre forme typiquement. Ok. Et je vais peut-être prendre l'ultime question de Jean-Louis. C'est en descendant à moins 20 mètres, est-ce qu'on trouve des strates sol dites enrichies en nitrates et en pesticides? C'est pas jusqu'à 20 mètres. 20 mètres, c'est déjà
la zone saturée. La zone saturée, c'est paradoxal, elle est moins chargée en ces polluants. Généralement, ils se concentrent dans différents. C'est comme si l'eau la perd ses pesticides, ses intrants lors de l'infiltration. Et donc, ça dépend des propriétés surfaciques. Soit il y a différents mécanismes, soit c'est des adsorptions directement sur la surface des roches, comme ce que vous avez vu, soit des séjours un peu retardés par des interactions ioniques. C'est l'espèce est chargée ioniquement, c'est les positives et les négatives. Ici, la surface, en quelque sorte, c'est un peu comme ce qu'on a par rapport, comment le schématiser? Quand on a il y a des supports qui retiennent beaucoup plus la matière organique ou les composés, les polluants que d'autres. Il y en a qui sont répulsifs et d'autres qui attirent ces substances. Et donc, ça dépend. C'est pour cela qu'on est en train d'affiner un peu. Si on a, ce que je citais, c'est des carbonates essentiellement, mais on a aussi des hydroxydes de fer, de manganèse, on a même de la silice. Donc, à chaque fois, c'est pour cela, sur la colonne, les concentrations sont assez irrégulières, déjà dans la partie non saturée. Mais dans la partie aqueuse, généralement, c'est moyenné par les mouvements de la nappe, puisque c'est toujours saturé en eau. Et c'est pour cela qu'on insiste sur la partie non saturée avant d'aller dans la partie frange capillaire qui fait quelques centimètres, qui homogénise les concentrations et en même temps qui les fait partir loin. En fait, là, c'est part au latéral, beaucoup plus diffusé et puis emmené parce que la nappe est très dynamique. Et puis, quand on est dans la nappe proprement dit, c'est encore plus mobile. Je pensais en particulier à l'atrazine. On sait qu'elle est interdite depuis très longtemps. Est-ce que ça se marque dans les analyses de l'eau ou des particules qu'on peut mesurer le long de la colonne, cet arrêt et la présence de déséthylatrazine à la place de l'atrazine? On est en train de, par rapport aux 8 tonnes d'échantillons, on a une partie qu'on a réservée pour les teneurs en eau. Donc celle-là, on l'a conservée de façon très hermétique, très précise. On a une partie qu'on a préservée aussi pour les substances potentiellement dégradables, comme l'atrazine, et qu'on va analyser. Mais on ne l'a pas encore analysé. On a analysé en premier, mais via une thèse et un stagiaire qui a fait toute la colonne pour les teneurs en eau. C'est assez, pas erratique, mais c'est assez stratifié. On a un niveau très élevé. Ensuite, ça descend vite et ça reprend, je ne me souviens plus, à 11-12 mètres sur quelques mètres avant de descendre. Mais on n'a pas encore établi des corrélations directes entre ces teneurs en eau qui montrent qu'il y a de l'eau qui est passée par là. Donc, on peut supposer que c'est un vecteur qui a ramené de l'atrazine et d'autres. Et là, on n'a pas encore analysé les échantillons dédiés aux polluants. C'est par rapport à ce que je disais. Donc, on recrute des postdocs et des thésards pour nous aider et chacun prend un volet. Et par contre, tout est archivé, on a beaucoup d'échantillons, même d'ailleurs par rapport au partage de connaissances et de données. On peut même partager les échantillons si d'autres labos souhaitent faire des analyses aussi. Mais on ne l'a pas fait encore. Parfait. Merci. Je vais me sentir un peu obligée de clôturer parce qu'il commence à être peut-être un peu tard pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Mohamed pour ton intervention, pour ta présentation. Et merci à Bastien qui est aussi encore là. Juste une petite information donc, pour dire à tout le monde que le webinaire et les autres sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube et vous seront envoyés par mail vu que vous faisiez partie de la liste mail. Et que le prochain sera sur le pouvoir de la Terre, la géothermie pardon, pour un avenir durable. Ce sujet aura lieu le 17 juin à 17h aussi et sera par ma collègue qui s'appelle Daphné Marquez qui sera présentée. Voilà tout. Et donc, et bien sûr, les documents qui vous ont été présentés vous seront envoyés aussi par mail. Voilà tout. Merci pour votre présence, pour les interventions qui étaient passionnantes et très bonne soirée à tous. Merci à tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.